de retour dans l'Africa Newsroom. Notre plateau est toujours au complet. Malika Cher, Alfred Chambaud, nos éditorialistes sont toujours avec moi pour parler cette fois-ci du Gabon, où le ministère de l'économie, de la prospective et de la programmation du développement vient de lancer une campagne qui vise à réguler les prix des produits de première nécessité, des prix qui seront désormais plafonnés, et ce pour permettre à la ménagère de ressentir que les prix sont moins chers dans son panier, ce dont on parle souvent ici, messieurs, du panier de la ménagère. C'est un reportage de Douglas Toutoum, regardez. Qui sait qu'il va acheter le rognon bœuf bloc 10 kilos. Une campagne de contrôle des prix des produits de première nécessité, plafonnée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a été lancée à Libreville par le ministre délégué à l'économie. Elle rentre dans le cadre de la politique de lutte contre la vie chère en vue d'améliorer les conditions de vie des Gabonais. La problématique de la vie chère tient à cœur au chef de l'État qui souhaiterait aujourd'hui que les Gabonais puissent avoir un panier de la ménagère qui leur permette d'améliorer leur mode et leur genre de vie. Donc nous venons ici avec bien évidemment la Direction générale de la consommation et de la concurrence pour vérifier l'effectivité des prix plafonnés par l'État gabonais. L'idée, c'est d'être constamment sur le terrain pour que la plupart de ces boutiquiers-là puissent définitivement respecter l'effectivité de ces prix-là dans tout le territoire national. Sur le terrain, l'objectif du ministre est simple, amener la population à prendre conscience de ses droits et devoirs et à être des consommateurs actifs. Les citoyens, pour leur part, espèrent que des sanctions fortes seront prises contre les opérateurs économiques contrevenants. Une très bonne initiative. Ah, bon, pourvu que tout ce que le ministre a dit puisse être vérifié et puisse être appliqué sur le terrain. Parce que nous avons toujours eu ce genre de visites auparavant. Et la suite, nous n'avons jamais vu de changement. Donc nous espérons que cette fois-ci, il y aura vraiment un changement. Le ministre délégué qui est sur le terrain, ça nous encourage parce que ce que nous sommes en train de voir, franchement, nous sommes vraiment, c'est pas bon. Parce que la nourriture qui est avariée, vous voyez que le plus souvent nous avons des maladies et tout ça là. Or, ce sont la population en danger en mangeant n'importe quoi. Le ministre délégué à l'économie, Pascal Wani Ambouroué, dont l'une des missions est de veiller particulièrement à l'application des mesures gouvernementales liées au plafonnement des prix de 166 produits de première nécessité, tels que l'huile, le riz, le savon et 65 produits alimentaires issus de l'agriculture et de la pêche pratiquée au Gabon, entend tout mettre en œuvre pour que la lutte contre la vie chère soit une réalité dans le pays. Alors, ce qu'on vient de voir dans le reportage, on m'a dit que ça nous change un peu des performances économiques qu'on a du mal à quantifier sur le terrain. Là, on a des mesures concrètes qui vont impacter directement les populations gabonaises. Oui, c'est souvent ce qui est utilisé pour permettre justement d'avoir un impact sur les prix, utiliser justement la ressource humaine, aller sur place et vérifier si les commerçants pratiquent les bonnes méthodes de commercialisation des produits et si justement il n'y a pas abus. C'est une bonne chose. Je ne suis pas sûr que ces contrôles vont être sur le temps long. C'est souvent périodique. Et c'est le problème, c'est que cette maîtrise des prix, on ne l'a pas toujours. On peut faire une descente. Cette volonté politique, on peut l'avoir au bout d'un mois, 2 mois, de dire à la population: nous enverrons des personnes habilitées pour contrôler les prix. Et puis, 4-5 mois après, on voit que finalement, le retour à la normale, entre guillemets, intervient très vite. Donc, il y a justement une jugulation à faire. Mais souvent, les produits agricoles, c'est parce que la filière agricole n'est pas du tout maîtrisée. En amont comme à l'aval. Les produits, la production, les producteurs ne sont ni enregistrés par le ministère des Commerces. Il n'y a aucun contrôle du gouvernement sur cette filière-là. Je parle des produits agricoles parce que ce sont souvent les produits agricoles qui sont véritablement chers pour la population. Alfred, est-ce une solution durable de plafonner les prix ? Bon, je crains que ça ne soit, Amira, une mesure cosmétique en réalité. C'est vrai que le plafonnement des prix ne peut fonctionner que dans une période, mais à la longue, ça finit par ne plus avoir d'impact réel sur la vie. Parce qu'au fond, pourquoi on plafonne les prix? C'est dans des situations, des crises, où on se dit, si on laisse filer les prix, ça risque de provoquer des émeutes populaires, etc. Là, il n'y a aucune raison économique qui pousse à le faire. Parce que le commerçant qui importe, mettons, du riz
de Thaïlande, par exemple. Il a toutes les taxes, tous les frais qu'il paye. Et il calcule en fonction de cela les bénéfices qu'il peut retirer sur le marché. Vous, si vous venez plafonner le prix et qu'il perd toutes ses billes, ben, vous le poussez à la faillite. Et de l'autre côté, ça n'est pas ce compte productif pour l'économie. Donc, je crois que ça, ce sont des mesures vraiment cosmétiques. Alors, si on veut vraiment aller jusqu'au bout, mais c'est ce que Malik disait, il faut favoriser la production locale de viande, parce que ce sont les biens de première nécessité, production de viande, production de légumes, etc. C'est ce qui est fait actuellement. Ce sont les produits locaux, apparemment, qui vont être plafonnés. En tout cas, c'est ce qui a été dit. S'ils veulent plafonner les produits locaux, ça voudrait dire là aussi un autre problème. C'est-à-dire que... Exactement. Donc, du coup, ça risque de créer encore des goulets d'étranglement au niveau économique. Je pense que les mesures intelligentes à prendre dans ce cas-là, c'est vraiment favoriser d'abord la production locale en quantité. Donc, soutenir les producteurs locaux, faciliter les moyens de cette production. Si la production suffit à combler le marché local ou national, eh bien, on n'aura pas besoin de ces mesures de plafonnement. Et on évitera justement les importations qui grèvent le budget de l'État. Et la conférence sur le changement climatique a ouvert ses portes. C'était ce 7 novembre à Marrakech, au Maroc. Plus de 200 délégations étatiques ont répondu présents à ce rendez-vous international consacré à l'environnement. Et cette année, l'Afrique sera et est actuellement au cœur des débats. Continent le moins pollueur, c'est celui qui pourtant pâtit le plus du réchauffement planétaire. C'est un sujet dit de l'Admira Belbissou. La conférence sur le changement climatique au Maroc donne une lumière vive sur l'Afrique. Les gouvernements réunis au Maroc ont pour mission de produire des plans d'action sur la mise en œuvre de l'accord de Paris de 2015 pour ralentir le réchauffement planétaire. Un des axes du plan d'action est de développer l'Afrique, continent qui continue de payer le prix des industries des pays développés. La conférence de Paris sur l'environnement avait annoncé, entre autres urgences pour le continent, la nécessité d'électrifier les pays africains avec des énergies renouvelables. La rencontre de Marrakech est le lieu de dire comment l'électrification du continent se fera, malgré les difficultés financières et techniques observées. J'espère que l'Afrique bénéficiera de cette COP. Beaucoup de promesses ont été faites à Paris, comme l'électrification de l'Afrique. Paris a-t-il mis en œuvre efficacement le projet d'allocation de cet argent? Nous devons savoir comment nous allons aider l'Afrique et tous les pays vulnérables pendant cette conférence. Des représentants de près de 200 pays sont réunis à Marrakech au Maroc pour cette 22e édition de la conférence des pays sur le changement climatique 22, baptisée COP de l'Afrique. Cette conférence est considérée comme une continuation de l'accord de Paris qui a été soutenu en décembre dernier par près de 200 pays, dont la Chine, les États-Unis et l'Union européenne. La réunion de Marrakech va aborder les priorités du continent, à savoir l'agriculture, la sécurité alimentaire, l'énergie, l'eau et la santé. Les inondations, les vagues de chaleur et les sécheresses constituent une menace pour l'Afrique dans le changement climatique. Pour l'Afrique, les finances sont limitées pour permettre aux économies de mettre en œuvre leurs engagements en faveur des accords. Et nous espérons qu'au cours des débats, nous pourrons aborder la question du financement. Sur le changement climatique précisément, nous pensons que nous pouvons commencer à aborder les questions autour de la technologie, du transfert des capacités, ainsi que du montant précis du financement qui sera mis à la disposition de l'Afrique. Le défi immédiat pour les négociateurs est la mise en application des clauses de l'accord d'ici la prochaine conférence sur le climat des Nations Unies. Aussi, la nécessité pour l'Afrique d'avoir accès au financement. Pour ce faire, un pavillon africain a été mis en place avec pour ambition de favoriser le rapprochement des ONG, les activistes et les sociétés civiles aux institutions de financement. Le pavillon va aussi servir d'espace pour organiser des débats, échanger des idées et des informations tout en discutant des stratégies de financement en Afrique. Alors, on rempile pour une 22e édition, alors que l'accord de la précédente conférence a toujours du mal à être appliqué. Malik, peut-on vraiment être optimiste cette année ?
Sincèrement, comme je disais en off, je ne comprends pas ces cérémonies, ces grandes messes à répétition. Je pense qu'on a une difficulté majeure, c'est de faire accepter à certains États qu'ils doivent justement payer du fait de leur développement qui n'est pas viable sur le plan environnemental. Vous avez raison, on a un problème justement sur la COP21 déjà qui est criant. On a des pays qui sont encore réticents à signer cet accord. Bon, il y a eu quand même des grands acteurs qui ont signé, les États-Unis, l'Inde, on peut s'en réjouir. Mais le problème qu'il faut se poser, je pense qu'il est beaucoup plus sérieux que ça, c'est une signature, qu'est-ce qu'elle vaut finalement ? Parce qu'au-delà des mandats successifs, est-ce que cette signature va rester ? On l'a vu avec les États-Unis, on voit que le nouveau président, le prochain président, il n'est pas encore président, il sera président le 20 janvier, mais Donald Trump a remis déjà en cause ce processus-là. Donc il faut réfléchir sur les mécanismes justement autour justement des signatures. Est-ce que cette signature, elle est temporaire ou finalement définitive ? C'est le grand problème, c'est la crédibilité de ces conférences-là. Alfred, est-ce qu'on peut être optimiste cette année, puisque cette COP22, ce n'est pas la première fois qu'elle se passe en Afrique, mais en tout cas, aujourd'hui, elle se passe à Marrakech, au Maroc. Est-ce qu'on peut penser que la domiciliation de cette conférence va permettre au continent africain de mieux porter sa voix ? Je pense, Amira, que le fait que ça se passe au Maroc est très intéressant, justement. Le passage de témoins entre Paris, Marrakech, la France et le Maroc, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que le Maroc est un modèle aussi dans la politique environnementale, de mise en place justement de ces énergies renouvelables qui permettent de sortir progressivement justement de ces dispositifs polluants qu'on connaît aujourd'hui. Et donc c'est un endroit quand même assez intéressant pour cela. Et puis le développement des technologies qui permettent, on a inauguré Nour 1, bientôt ce sera Nour 2, etc., pour ces énergies renouvelables. Et en même temps, ça permet au fond à tous les pays africains de se retrouver et puis de faire encore plus bloc, ça en l'était ici à Paris, pour amener justement les financeurs, donc les pays pollueurs, les grands pays industriels. Mais pour revenir rapidement sur ce que Malik a dit à propos de Donald Trump, j'ai écouté l'un de ses conseillers, Walid Fares, qui a dit des choses très intéressantes, qui ne reviendra pas là-dessus parce qu'il n'aura pas l'occasion. Alors, c'est ça qui est très bien dans les démocraties, puisqu'il y a des dispositifs qui sont là, qui font que le président, il n'a pas finalement tous les pouvoirs pour décider tout seul. Donc, il doit passer par toutes ces instances-là. Et donc, ça, c'est peut-être une bonne chose pour la COP21. Mais c'est le financement. Là, on est en train de se battre pour dire, tous ces pays-là, ils se sont engagés depuis Copenhague. Beaucoup de pays ont ratifié l'accord de Paris. Maintenant, il faut mettre la main à la caisse. Et je pense que si on est à ce niveau-là, peut-être qu'avec la COP22, on va arriver quand même à voir tous ces pays-là mettre la main à la pâte et puis permettre que les pays qui sont les plus vulnérables, d'ailleurs on l'a vu, il y a au moins 7 pays africains qui font partie des 10 qui sont les plus menacés par ces vulnérabilités-là. Malik ? Ce qui est important aussi, c'est de savoir si le respect des décisions va être mis en œuvre. Les États-Unis se sont engagés à respecter l'accord de Paris. Le problème, c'est est-ce que le respect va suivre derrière ? Bien évidemment, il y a des garde-fous et Alfred a raison d'en parler. Le problème, c'est la politique économique. Est-ce qu'elle va aller dans le sens, justement, du respect de cet accord sur le climat ? Et justement, Alfred, comment on contraint les pays pollueurs à payer, à devenir des pays pollueurs payeurs ? Alors, la question avait été posée à Paris. Et la solution, oui, c'est ça, il y a ça, mais en même temps, l'accord a été trouvé de dire qu'on ficelle du point de vue juridique. C'est pourquoi je dis, au fond, les pays auront du mal à revenir en arrière. Et donc Donald Trump, effectivement, il peut mettre en place un modèle économique, mais il a en face de lui des forces de résistance au sein de son propre pays, comme dans la plupart des pays européens et africains. Donc, je crois qu'il y a un garde-fou juridique qui est là, qui est important. Et en même temps, voilà, ce sont des engagements qui n'étaient pas contraints. Ça a été aussi quelque chose de très important. Je pense effectivement que c'est ce que la plupart des pays africains vont rappeler à tous les participants. Et on va rester au Maghreb, on va aller en Algérie, juste à côté, pour parler du chiffre du jour, qui se chiffre à 28 milliards de dollars. Malik, ce sont les subventions publiques en 2016. Que vous inspire ce chiffre ?
C'est énorme, c'est à réduire. C'est toujours ce que je dis ici sur ce plateau, c'est qu'on doit avoir des subventions qui doivent être ciblées. Je ne comprends pas pourquoi on cible certains produits qui puissent, je dirais, être au même prix pour tous. Je pense qu'il faut aller vers une allocation ciblée pour les populations les plus pauvres qui puissent justement bénéficier de cette allocation et se procurer en denrées alimentaires plutôt que de faire bénéficier de produits peu chers à toutes les classes de la société. Oui, Malik. C'est pareil. Alfred, c'est le problème. En Algérie, on va voir un chômeur, un smicard ou bien un cadre sup ou même un haut fonctionnaire. Ils vont tous payer le même prix du sucre, le sucre qui est subventionné. On devrait peut-être changer de politique et cibler les allocations. Je pense effectivement qu'il y a là un gros problème qui se pose à l'Algérie. C'est paradoxal parce que ces 10 dernières années, l'Algérie a été assez désendettée complètement, a des réserves de change énormes, avec le prix du baril à 120 à l'époque, c'était, mais voilà. On aurait pu sortir justement de ce régime de subventions en favorisant, mais on le dit encore ici, cette diversification, parce que la dépendance au tout pétrole, ça donne quoi aujourd'hui? Si on renforce les subventions, c'est que de l'autre côté, avec la chute de cours du pétrole, bien, les importations coûtent beaucoup plus cher, puisqu'il y a la baisse des recettes, et que donc, du coup, on doit essayer, dans un certain nombre de secteurs, de compenser, mais là, on puise dans les réserves aussi, qui sont là, ça ne va pas durer trop longtemps comme ça, et il n'y a pas d'équité, effectivement, pour faire payer à tout le monde le prix du sucre, voilà, entre le pauvre chômeur et puis le fonctionnaire ou le ministre. Encore que les ministres, ils n'achètent pas le sucre. Bon. Voilà, moi je crois qu'effectivement, là, qu'il y a un gros problème. Merci Alfred pour vos analyses. Ça a été un bonheur de vous retrouver autour de ce plateau, Amira, et puis merci à mes très chères téléspectatrices. Bonheur partagé, Alfred. Et merci à vous également, Malik. Merci Amira et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et vous l'aurez compris, c'est la fin de l'Africa Newsroom, mais on se retrouve demain pour une nouvelle émission cette semaine consacrée à la classe moyenne sur le continent africain. Merci de votre fidélité et à demain.